d'une ère nouvelle. Ohne das geliebte Auto. Ce n'est pas tous les jours que la famille Hamilton fait rugir les 300 chevaux de leurs bijoux. Une Holden Director, un modèle rarissime, un des derniers fabriqués dans l'usine d'Adélaïde. Keith Hamilton a voulu se l'offrir comme un cadeau d'adieu à la marque australienne. Jolie voiture, non? C'est une des meilleures voitures que Holden ait jamais fabriquées. En fait, c'est même la meilleure. Mes deux parents travaillaient pour General Motors Holden, ici, à Elizabeth. Mes oncles, mes cousins, mon mari, mon fils. Cela a été une affaire de famille depuis que je suis née. Alors oui, c'est triste que ça ferme. Le 20 octobre 2017, la dernière voiture sortait des chaînes de l'usine Holden. La maison mère General Motors en avait décidé ainsi. Au total, 153 000 voitures ont été fabriquées ici. C'est bouleversant, vraiment. Toutes ces années, j'avais l'habitude de me garer à l'arrière de l'usine pendant 36 ans. Et maintenant, je ne sais comment dire. C'est émouvant. Pendant des années et des années, on s'est construit des souvenirs ici. Ça nous a donné une famille, une maison. Toutes ces choses sur lesquelles on peut s'appuyer aujourd'hui. Oui, il faut juste qu'on continue. Et c'est ce qu'on fait. C'est émouvant. Dans les années 70, l'usine a employé jusqu'à 7000 ouvriers. Et depuis la fermeture, on y assure un service de reclassement. Bienvenue au centre de reconversion de Holden. Avec la fermeture des usines Holden en Australie, nous voulons faire tout ce que nous pouvons pour nos employés. On prépare leur reconversion, on leur apporte ce qu'il y a de mieux pour un futur boulot. En 2017, il restait moins de 1000 ouvriers dans l'usine. Ils viennent par exemple y apprendre des rudiments en informatique. Ils ne sont plus très jeunes, ils ont passé leur vie à assembler des voitures et le maniement de la souris n'est pas évident. Ils auront du mal à retrouver du travail dans un monde moderne qui n'est pas le leur. Mais Jamie Gategood ne doute de rien pour le porte-parole de Holden. La fermeture de l'usine était même une fête. Le dernier jour de travail était le 20 octobre. La dernière voiture a été fabriquée et nous voulions que ce soit une fête. Nous ne voulions pas que ce soit des obsèques ou une veillée funèbre. Nous voulions rendre hommage à tout le travail de nos employés. Économiquement, cela n'avait plus de sens de fabriquer des voitures dans ce pays. C'était dur, on a fait tout ce qu'on pouvait pour maintenir l'entreprise en vie, mais économiquement, cela ne tenait plus, même si le travail ici était de grande qualité. Je pense que nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli. Nos ouvriers ont fait le maximum, nous étions bons. Alors je dirais que le sentiment qui domine aujourd'hui, c'est plutôt la fierté. La marque Holden ne va pas complètement disparaître, mais ces voitures seront importées d'autres usines de General Motors dans le monde. À la fin de l'année 2017, Holden n'était plus que 4e au classement des constructeurs dans le pays. Avec la disparition de la dernière usine australienne, les ventes vont chuter et certains revendeurs sont remerciés. Le garage va changer de nom, son patron est amer. C'est un beau témoignage de l'histoire de Holden. C'est fini en Australie aujourd'hui. Victime d'une rationalisation de l'entreprise General Motors,
qui, à la demande du président américain, mais aussi de son prédécesseur Barack Obama, se recentre sur les États-Unis. Pour l'Australie, c'est une rupture. Les autres grandes marques ont également fermé leurs usines. C'en est désormais fini des voitures made in Australia. Ford a fermé en Australie, Toyota a fermé en Australie, plus rien n'est fabriqué ici. Chrysler, Mitsubishi, ce sont des milliers de gens qui se retrouvent au chômage. Pour les biens manufacturés, les entreprises déménagent là où elles peuvent produire moins cher que nous. Alors nous, on peut aller vers les nouvelles technologies, des domaines dans lesquels les Australiens sont vraiment bons. Petit à petit, on perd notre identité. Même si Holden est une icône, c'est un signe des temps. Bonjour, nous sommes au Musée national de l'automobile à Birdwood. Mon nom est Don Loeffler. Je suis l'historien de la marque Holden et un grand ami de l'entreprise. Un grand ami de l'entreprise, un spécialiste de Holden qui roule en Honda. Ce qui est dommage avec cette voiture-là, c'est qu'elle est fabriquée en Thaïlande par des gens qui sont payés des cacahuètes. Mais vraiment, je ne devrais pas la conduire. Mais vous la conduisez. Oui, je le fais. Pourquoi? Parce qu'elle répond à mes besoins. Elle entre dans mon budget. C'est une très bonne voiture que je peux m'offrir. Et vous vous sentez coupable? Je ne suis pas très heureux de ça. J'aimerais bien sûr conduire une Holden, surtout pour mon activité. Bonjour Paul, ravi de te revoir dans ton musée. La Holden, c'est vraiment l'âme de l'Australie. Parce que quand la première voiture est sortie en 1948, cela signifiait tellement pour le public australien. C'était un succès national. Parce que depuis le 19e siècle, on essayait de fabriquer nous-mêmes des voitures. Il y a eu plusieurs tentatives, mais rien n'avait été produit en masse. Et enfin, on l'a fait. Ce sentiment de fierté remonte à l'après-guerre, quand le gouvernement australien avait fait de la création d'une marque locale, avec l'aide de General Motors, un des piliers de la construction de l'identité nationale de ce jeune pays. Une marque, c'est bien plus que du business. Pourquoi est-ce que c'est important pour l'identité nationale que nous soyons capables de fabriquer nos propres voitures, nos propres produits? Parce que la fabrication d'un produit renvoie à l'estime de soi, à la perception que nous avons de nous-mêmes. Alors oui, je crois que les gens avaient une réelle fierté de fabriquer leurs propres rêves dans la vie. C'est ça qui est important. Australia, what's your favorite sport? Football. Snake? Animal? Kangaroo. And what's your favorite car, Australia? Dans les années 70, une publicité pour la marque avait imaginé ce slogan. L'Australie, c'est le football, les pâtés de viande, les kangourous et les Holden. That's football, meat pies, kangaroos, and Australia's own car. Dans les banlieues d'Adélaïde, le rêve australien se résume encore à la maison individuelle de plein pied, la piscine et 2 voitures, beaucoup de Holden. Bonjour, mon nom est Cara, bienvenue à Poraque, une banlieue d'Adélaïde en Australie méridionale. Nous sommes dans les banlieues nord, c'est le territoire des Holden, et moi, je suis une fan de Holden. Journaliste locale et passionnée par l'automobile, Cara n'aime pas que l'on réserve ce domaine aux hommes,
comme elle n'accepte pas que son pays se retrouve aujourd'hui dépossédé d'une partie de son identité. Oui, ça me rend triste. Et sans doute même en colère que ça ait fermé. Je pense qu'il y a plein de raisons pour lesquelles ça a fermé. Et chacune m'énerve. Ce que le futur nous réserve, je ne sais pas. Ce serait bien si on pouvait encore fabriquer nos propres objets, pour nous, plutôt que de dépendre des autres à l'étranger, des pays qui nous inondent de leurs produits. Dans certaines banlieues ouvrières, le chômage est visible. Au total, 20 000 emplois auraient été perdus, emplois directs, sous-traitants et commerces environnants. Il va y avoir une augmentation des cas de violence domestique, une augmentation de la consommation d'alcool et de drogue, peut-être même plus de suicides. Michael Evans est assistant social. Il nous reçoit chez lui accompagné de John, un ancien ouvrier de Holden au chômage. Il nous parle de l'envers du décor. Non, ce ne sera pas la majorité. C'est une minorité, ceux qui essaient de s'en sortir, mais qui sont coincés là, un peu perdus. Pour certains, c'est ce qui se passe. Et je trouve que le centre de reconversion de Holden devrait s'occuper plus de l'état psychologique de ses anciens employés. Parce que vous venez d'un environnement très spécial, Holden était comme une bulle, un autre monde, c'est très dur d'affronter la réalité du monde extérieur à l'entreprise. Une bulle avec un quartier entier construit dans les années 50 autour de l'usine Holden. A Place to Grow, ce film de l'époque fait la promotion de l'Australian Way of Life auprès des nouveaux habitants qui venaient parfois à peine d'arriver en Australie. Beaucoup venaient du Royaume-Uni et c'est en hommage à la couronne britannique, l'Australie est membre du Commonwealth, que le quartier avait été baptisé Elizabeth. La reine elle-même était venue visiter l'usine dans les années 60. Australian engineers studied the latest methods used overseas and adapted this knowledge to Australian conditions. Tout était bien chez Holden. On avait de bons salaires. Ils prenaient soin de nous. C'est triste qu'ils soient partis. Mon mari a travaillé pour Holden. Mes deux fils, mon gendre, mon petit-fils, ils ont tous travaillé pour Holden. Mon mari avait été transféré de chez Vauxhall en Angleterre vers Holden en Australie. Mais mes fils, ils savaient que ça allait fermer. Ils ont touché leur retraite et ils ont eu de la chance. Ils ont retrouvé du travail. Si Keith Hamilton a osé s'offrir sa Holden Director, c'est qu'il a lui aussi retrouvé du travail. Une maison, des enfants bien éduqués, une grande piscine et plusieurs voitures. Ils ont bien vécu grâce à Holden qui avait la réputation de très bien payer ses ouvriers. Et c'est peut-être là une des raisons pour lesquelles personne n'a bougé quand l'usine a fermé. Je ne sais vraiment pas pourquoi on n'arrive pas à dire non. C'est juste qu'on ne le fait pas. Peut-être parce que nous sommes des gens décontractés, les Australiens sont des gens cool. Et si on s'était mobilisé et qu'on avait crié « non, ça ne se passera pas comme ça », je ne suis pas certaine que nous aurions été suivis en masse. Je pense que les gens sont trop gentils. Les gens qui ne travaillaient pas pour Holden n'aimaient pas Holden. Donc ils ne nous auraient pas soutenus. Alors si nous, les ouvriers de chez Holden, avions été manifestés devant le Parlement, nous n'aurions été que la moitié de l'effectif. Et peut-être quelques personnes de l'extérieur nous auraient suivis, mais pas beaucoup. Une situation qui désespère le plus grand syndicat australien, qui a le sentiment d'avoir été abandonné et trahi
par un gouvernement ultralibéral qui a privilégié le libre-échange plutôt que le sauvetage d'une filière industrielle. Vous savez, nous comprenons que les gens en Europe ne se rendent peut-être pas bien compte que nous sommes soumis au même type de pression. Cela se passe dans le monde entier. Les capitalistes décident de produire là où c'est le moins cher. Et si cela doit passer par la fermeture et une délocalisation vers un autre pays, ils n'hésiteront pas à le faire. L'Australie ne l'a pas fait. Ce sont des décisions politiques au niveau national. Cette idée que nous n'avons pas vraiment besoin d'une puissante industrie manufacturière comme l'automobile. La question a été posée en ces termes ici. Alors que dans d'autres pays, cela inclut les États-Unis et l'Europe, il y avait cette forte volonté de maintenir une industrie automobile, parce que c'est un pan essentiel de l'industrie, parce que cela a un énorme impact économique et social de garder une filière automobile. Alors qu'avec sa fermeture, vous perdez un savoir-faire, des aptitudes. Le danger est que cela alimente un cercle vicieux. Cela renforce une spirale qui mène au déclin. Et pourtant, les chiffres du chômage en Australie ne sont pas mauvais. Un taux de 5,5% au niveau national, un peu plus pour la région d'Adélaïde. Mais les effets de la fermeture de Holden sont encore à venir, avec ses conséquences politiques. Au final, le problème est que cela mène aussi à des fractures dans la société, à des ruptures politiques. Beaucoup de gens en colère qui cherchent une alternative. Vous voyez cela en ce moment en Australie. Il y a un mouvement de rejet des deux principaux partis politiques vers des candidats indépendants. Les gens cherchent désespérément une alternative. Ça ressemble à l'élection de Trump, dans un sens. Oui, c'est le même type de forces qui ont poussé les gens vers Trump. Face aux deux grands partis, les libéraux à droite et les travaillistes à gauche, il y a désormais des indépendants qui font campagne sur cette question de la désindustrialisation. Nick Xénophon est l'homme qui monte dans l'État de l'Australie méridionale. Il commence par nous montrer le parking situé derrière son bureau. 20, 22, 24, 26, 27 voitures sur ce parking et une seule fabriquée en Australie. Cela en dit long, non? Il y a 10 ans, environ 12% du PIB australien provenait de produits manufacturés. On est maintenant à 6%. Alors qu'en Allemagne, environ 22% de leur PIB provient de ces produits manufacturés. Elle a compris l'importance de ce secteur, les coopérations entre le gouvernement et l'industrie, les politiques de recherche avec les universités. C'est le modèle que nous devrions suivre, mais nous n'avons fait qu'exporter nos minerais. Nous n'avons pas pris la mesure du phénomène. Si la droite n'a pas défendu le maintien de Holden, à gauche, on se fait une raison. Élu travailliste, Tony Piccolo est né à Naples et toute sa famille a émigré pour travailler chez Holden. Et c'est peut-être cette mentalité du migrant qui retrousse ses manches et repart dans la vie qui explique aussi le manque de réaction. Si quelque chose ferme, vous avez deux options. Soit vous vous couchez, ne faites rien, soit vous vous mobilisez pour vraiment aider les gens. Nous, au gouvernement régional, on s'est mobilisé. Pour soutenir les gens, beaucoup vont retrouver des emplois. Nous aidons les nouvelles industries. Il y a des champs de croissance ici. Les Australiens sont connus pour leur capacité à s'adapter. Nous avons la réputation de continuer, même quand ça devient difficile. Comment continuer à fabriquer australien quand les salariés de Thaïlande, du Vietnam ou de Chine font la même chose pour moins cher?
Le pays n'a que 24 millions d'habitants, un marché insuffisant à l'échelle du monde, et ces dernières années, la force du dollar australien pénalisait les exportations. Et pourtant, il y a des petites entreprises qui survivent comme Rossi Boots. Son énergique directrice du marketing mise sur le Made in Australia. Il y a toutes sortes de savoir-faire et d'emplois qui peuvent être maintenus ici. Nous réfléchissons sur ce qui peut vraiment passer par l'usine d'Adélaïde, comment nous pouvons maintenir la fabrication ici. L'atelier emploie moins de 100 salariés, des miraculés, dans un secteur qui a vu toutes les marques historiques délocaliser la production en Asie. Mais ils se battent et ça marche. Nous devons absolument être créatifs, nous devons être prêts à changer. Et pour une entreprise qui est là depuis une centaine d'années, c'est très difficile d'être rapide, réactive, de changer les conditions de travail de nos équipes, nos équipements, de progresser. Mais je pense que pour n'importe quelle entreprise qui ne tiendrait pas compte de l'impact que le monde peut avoir aujourd'hui sur son activité, de la nécessité d'évoluer, je pense que cela serait très imprudent. On ne peut pas progresser ainsi. S'adapter, se battre, c'est aussi le credo de cette PME qui fabrique ici des éviers, la dernière en Australie. Une entreprise de conseil informatique lui a fourni un logiciel pour optimiser la production. Moi, je crois que si nous pouvons être compétitifs sur le prix, alors les gens achèteront australien. Mais on ne peut pas compter juste sur le Made in Australia. Je crois que c'est inévitable. Les choses vont évoluer. Les régions seront productives. Il y aura des changements dans le processus de fabrication, aussi bien dans le pays qu'à l'extérieur du pays. L'essentiel est que les gens acceptent ces changements. Parce que personne ne bouge, il n'y a pas de révolte. Les gens disent juste « Ah bon, c'est comme ça ». Et ils continuent sans vraiment penser à ce qui va se passer à l'avenir, à ce qui va remplacer l'industrie manufacturière. On nous appelle le pays chanceux. Et on a créé cette image, cet état d'esprit. On est des gens heureux dans un pays chanceux. Mais je pense que cela est en train de changer. C'est facile de déplacer une industrie. Une page de l'histoire